Bonjour et bienvenue dans Co-Leaders for Africa podcast. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle page, une nouvelle saison, l'édition santé, parce que l'Afrique de demain ne se construira pas seulement avec de la technologie, de l'intelligence artificielle, et se construira d'abord avec des dirigeants capables de soigner, de gérer et de gouverner. Et pour ouvrir cette nouvelle saison, je voudrais vous présenter un invité d'exception. Imaginez un homme qui, dans une seule vie, a réussi à être chirurgien de haut niveau, directeur de 3 hôpitaux, auteur de plus de 100 publications scientifiques et aujourd'hui secrétaire général d'un ministère de la Santé en Afrique et particulièrement le Cameroun, un pays qui m'est très très cher. Cet homme existe, il est là, avec nous aujourd'hui et nous allons voir son parcours, son style de leadership au-delà des titres. Professeur Louis Richard Fiac Ngok, c'est un grand honneur de vous accueillir avec nous aujourd'hui à Co-Leaders for Africa. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ici, depuis GITEX Future Health Africa, on est là après les derniers jours en plein mouvement, plein échange, en plein découverte. Ici à Casablanca. Vous incarnez le travail que j'appelle le leadership pont. Vous créez des ponts entre ce qui relie la technique, la gestion et la vision. Et celui qui passe du bistouri au bureau du secrétaire général sans perdre la mémoire du patient. Effectivement, c'est exactement ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Et pour bâtir la santé de 2030, c'est dans 4 ans, on a besoin de leaders et de dirigeants comme vous. Merci d'être là, merci d'avoir participé au GITEX et d'avoir accepté cette invitation. Alors, je vous propose, le temps de cet épisode ou de cette conversation, d'avoir un échange sur votre parcours et de remonter ensemble votre trajectoire depuis votre enfance et votre jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Donc, de l'enfant de Douala que vous êtes, né en 1966, au secrétaire général que vous êtes aujourd'hui, que vous portez avec fierté en tant que leader africain et panafricain au Maroc. Merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Alors, professeur, avant d'être secrétaire général, et avant même d'être chirurgien, il y a eu un enfant, n'est-ce pas? Donc, en regardant, en parcourant votre CV, je vois que vous êtes né en 1966, qui est une époque très particulière, dans un quartier, dans une famille assez grande. Vous êtes un père de 7 enfants. C'est un chiffre qui m'a beaucoup marqué. Et j'aimerais qu'on commence par là. Qui était cet enfant, d'abord? Et quelle image de cette enfance que vous portez encore aujourd'hui et qui a fait de vous le dirigeant que vous êtes devenu aujourd'hui? Merci pour cette opportunité que vous m'offrez. Je trouve que vous êtes perspicace. Vous avez des références très fouillées. À un moment donné, je me suis dit, elle parle vraiment de moi, tellement ça sonnait une biographie plurielle. En fait, effectivement, je pense qu'en une vie, j'ai vécu toutes ces casquettes. Alors, pour revenir à votre question, oui, l'enfant que je suis porte, je pense que l'adulte porte en lui ce qu'il a été comme enfant. Alors, l'enfant que je suis a été un enfant particulièrement studieux. Mes souvenirs commencent au moment où je quitte l'école maternelle pour le cours préparatoire. Alors, le répétiteur que j'avais va dire à mes parents, mais écoutez, ce gamin a des qualités qui permettent de sauter une classe qu'on appelle la section d'initiation. Et la rentrée a commencé, et je me souviens, on vient me chercher dans ma petite salle de classe de la section d'initiation à la lecture, la CIL, pour me remettre au cours préparatoire. Et j'arrive au cours préparatoire, et je m'accroche, et j'ai continué. Et donc, j'ai pu traverser toutes mes études sans coup férir. J'ai été recalé à aucune session. Mais l'enfant que je suis était un enfant particulièrement curieux. Je lisais tous les journaux de mon père, donc je me souviens, tout le monde était surpris. Il lisait l'Express, Le Point, étant au CM2. Enfin, quelle curiosité.
L'enfant que j'étais était un enfant qui était particulièrement, j'ai envie de dire, intéressé par un certain nombre de choses. Et l'enfant que je suis se souvient que quand j'ai pensé faire médecine, c'est une anecdote assez amusante. Je suis le fils de mon père qui est diplômé de l'École nationale d'administration, qui est préfet dans une bourgade non loin de Yaoundé, et qui a eu la merveilleuse idée de faire un lotissement dans cette bourgade. Et il a un chantier où il construit une villa. Et nous sommes tous les deux dans le chantier. Et je lui demande, mais papa, c'est toi le préfet? Il me dit oui. Je dis, mais pourquoi à côté de toi, tu as donné le terrain au docteur Zemeka, mais le docteur, lui, il construit 2 villas. Et là, mon père me répond, mais ah oui, mais tu sais, lui, les médecins, eux, ils sont riches. Et puis, tu as vu tout le prestige qu'il joue auprès de moi. Tout préfet que je suis, je le mets toujours à côté de moi, parce que le protocole n'a rien prévu pour le médecin. Et puis, quand tu es malade, il vient te soigner à la maison. Et moi, de lui répondre, dans ce cas, papa, je serai médecin. Alors, je dois avoir 10 ans, je suis en classe de 5e. Et mon papa n'a pas percuté. Quelques années plus tard, quand il fallait quitter la classe de 3e pour aller en seconde, mon père m'envoie une boutade comme ça. Il me dit, mais fiston, pourquoi tu ne fais pas le concours lycée technique? Et moi, de lui répondre, mais papa, quand on fait ce concours, on devient médecin. Et là, il a compris qu'il y a quelque chose dans la tête de ce gamin. Il y a une volonté. Il veut absolument devenir médecin. Et ce que je retiens aussi de mon enfance, dans cette éducation de mon papa, qui nous faisait travailler dans son chantier, vous avez vu que ma vocation naît d'un travail au niveau de son chantier, c'est une prédisposition à l'intégrité. C'est une prédisposition au travail. C'est le culte du travail. C'est une prédisposition, pour le fils d'un haut commis de l'État, c'est une prédisposition à l'intérêt du bien, à la préservation du bien public, au respect du bien public. Et donc, voilà les valeurs que j'ai gardées dans mon enfance et que j'incarne encore aujourd'hui. Cette prédisposition-là, ça s'est renforcé, bien entendu, au fil des expériences, au fil de mon parcours. Donc, voilà un peu l'enfant que j'ai été, parfois un peu turbulent, parfois un peu paresseux, C'est ce qui me caractérisait. Et je me souviens, ma maman disait, lui, s'il n'a pas son intelligence, il ne pourra rien faire. Heureusement qu'il a ça, qu'il pourra réussir dans la vie, parce que qu'est-ce qu'il est fainéant. Voilà un peu l'enfant que j'ai été, oui. Magnifique, très très intéressant. Et parfois, j'aime beaucoup ce côté de la comédie que vous utilisez pour caricaturiser un petit peu votre histoire et surtout ces échanges magnifiques avec vos parents qui vous restent finalement en fait à un âge très précoce. On est impacté, on est comment dirais-je, finalement tracé par des mots parfois très simples par nos parents. Et cela peut nous accompagner très très longtemps. Et heureusement qu'il y a le côté positif. Et là, dans votre histoire, on voit de belles expériences. J'imagine, comme tout Africain, on a eu nos hauts et bas. L'éducation d'une maman africaine n'est pas toujours facile, et surtout en Afrique. Donc, je suis vraiment très, très inspirée et en même temps émerveillée par ce que vous venez de partager et comment vous avez été inspirée par votre père sur le volet éthique, sur la posture et cette petite anecdote qui vous a quand même marqué tout au long de votre parcours jusqu'à aujourd'hui, qui a fait de vous aujourd'hui une icône dans le monde de la santé publique, notamment en Afrique. Donc, j'aimerais bien aussi revenir juste à un petit, peut-être pour aller profondément dans vos souvenirs d'enfance. Y a-t-il un visage ou un parfum ou un lieu précis? Vous avez tout à l'heure cité le lieu du chantier de votre maison familiale, qui vous revient quand vous repensez à cette époque, quelque chose de très particulier. Oui, alors, effectivement, pour entrer en médecine, la vocation ne suffit pas. À l'époque, il faut braver un concours, le concours de médecine. Donc, j'arrive en terminale, je suis au lycée Le Général Leclerc, le mythique lycée Général Leclerc de Yaoundé, et puis j'affronte le concours de médecine. Et cette année-là, je fais le concours de médecine et le concours des ingénieurs agronomes. Le Cameroun dispose d'une seule école, 115 places, et nous sommes en 1984. Donc, il y avait environ 3000 candidats. Je ne suis pas reçu au concours de l'école de médecine. En revanche, je suis reçu au concours de l'école des ingénieurs agronomes.
mais je suis devant vous, je suis médecin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que j'ai refusé d'être ingénieur agronome pour retenter le concours de médecine en m'inscrivant à la faculté des sciences physiques. Je retente le concours. Et puis, bingo, à la deuxième tentative, ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Et là, j'ai donc le souvenir de ma feu-tante, la grande sœur de mon père, très complice avec mon père, que je vais voir. Et je lui dis, bon, donc, il faut que j'aille en France. Elle me dit, OK, je vais en parler à ton père. Et ma tante va en parler à mon père et elle lui dit, écoute, il faut que tu envoies ton fils faire des études en France. Et mon père qui lui dit, mais moi je suis retraité, j'ai pas d'argent, comment je vais faire pour envoyer ton bien-aimé fils en France? Et ma tante de lui répondre, alors, t'as pas d'argent et moi je perds un fils, je t'intime l'ordre de te débrouiller pour le mettre dans un avion, il faut qu'il aille en France. Dans ma petite tête, je vais peut-être faire le concours de médecine pour la troisième fois et peut-être que je ne l'aurai pas. Et mes camarades vont se moquer de moi. Il a refusé d'aller devenir ingénieur agronome parce qu'il rêvait d'être médecin. Et mon père me met dans l'avion. Et j'arrive en France. 2 semaines plus tard, les résultats du concours de médecine sont publiés. L'étudiant en architecture, l'école d'architecture de Haute-Normandie à Rouen, il fait ses valises et il rentre au Cameroun. 2 semaines après. Vous pouvez imaginer, 1986... un jeune bachelier qui se retrouve inscrit à l'école d'architecture de Haute-Normandie, qui abandonne cela, qui abandonne la fascination de la France parce qu'il a décidé que lui, il sera médecin. Oui, dans ma petite tête à l'époque, c'était, dussé-je être pauvre, mais être médecin, je serais heureux. Je suis rentré pour devenir médecin. Et donc, vous voyez le souvenir que j'ai de ma tante. Wow. Ma tante protectrice, bienveillante. Et puis, ma tutrice à Paris, quand je vais prendre l'avion pour rentrer au Cameroun, il me dit, oui, mais tu seras un médecin africain, tu ne pourras même pas travailler en France. Moi, je te conseille de rester ici. Je lui dis, non, moi, je veux être médecin. Je suis rentré, mais tenez-vous tranquille. En 2007, j'étais major au concours de régularisation des praticiens à diplôme étranger en France. Mais je vous suis secrétaire général au Cameroun, vous avez bien vu. Quelle encore? J'ai refusé l'expatriation pour me mettre au service de mon pays. Je suis rentré. Donc là, j'ai comme ça des souvenirs de mon enfance qui m'ont vraiment façonné. Pour terminer sur le souvenir de ma tante, alors ma tante j'étais une philosophe, elle est analphabète, mais ma tante était d'une sagesse prodigieuse. Pour m'avoir fait partie en France, je suis revenu, elle est encore vivante, je suis médecin. Et ma tante m'appelle, et elle me dit exactement ceci, elle me dit, ton père était préféré dans cette république, mais ton père a perdu ses forces. Alors, c'est à toi de prendre la relève. Je dis, mais comment ça? Elle me dit, première prescription, tu dois perpétuer le nom de ton père. Ton père était un grand préfet, tu dois être un grand homme. Deuxième chose, tu dois t'occuper de toute la famille. Ah oui, mais je ne pourrais pas, tu vois, je me cherche encore et tout ça. Elle me dit, je ne te demande pas le miracle. Tout ce que je te demande, c'est que tu dois accepter cette responsabilité, tu dois accepter ce devoir, et le bon Dieu fera le reste. Tu dois t'occuper de ton arrondissement, tu dois t'occuper de ton département, tu dois faire en sorte de t'occuper de ton pays. Tu dois faire en sorte d'avoir un nom, de laisser un nom. Voilà la prescription que m'a laissée ma tante. Et à l'époque, le jeune médecin sans le sou, et qui a la carrière d'aujourd'hui, je me dis oui, je pense qu'avec abnégation, quand on accepte le devoir, quand on vit une vie de devoir, et bien entendu, quand les portes s'ouvrent, et vous vous épanouissez dans la responsabilité, dans le devoir. Voilà un peu quelques références que j'ai de ce parcours. Quelle belle inspiration venue d'une femme africaine, forte, courageuse, magnifique. Cela m'a beaucoup touchée, en pensant aussi à mes tantes, à mes grands-mères, qui m'ont beaucoup inspirée, effectivement, tout au long de mon parcours. Et Dieu le sait, ma mère, Allah yarhamha, elle est partie à 4 ans, effectivement. Parfois, nos mères, nos tantes et nos grands-mères nous inspirent autant que nos pères. Et là, je vois bien l'impact que ça a fait sur vous et l'effet que ça a fait sur vous pour que vous deveniez ce que vous êtes aujourd'hui et que vous portiez cette responsabilité et surtout d'accepter cette responsabilité qui vous a été mise sur les épaules, fièrement, avec la tête haute. Et ce que je retiens à travers ce que vous venez de partager, c'est que
vous n'avez pas lâché. Et c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui ce podcast. C'est pour rappeler notre audience, rappeler nos jeunes leaders africains que les plus grands rêves sont toujours en Afrique. Comme je le dis bien, big dreams are still in Africa. Et là, on voit bien votre exemple. Vous avez tenu à votre plus grand rêve, celui de devenir médecin. Et vous l'avez fait. Vous êtes là aujourd'hui. Merci d'avoir partagé cette expérience. Et là, je vois à travers votre parcours, vous avez choisi une spécialité assez particulière, l'ORL. Donc, c'est l'oreille, la voix, la respiration. Quand même, c'est des axes de communication très importants. Et quand on y pense, c'est presque symbolique. Vous avez choisi de soigner ce qui permet à l'homme ou à l'être humain d'écouter et de parler, et ce qui est le plus intime, je pense. Votre maman, peut-être vous disiez que vous étiez fainéant et que votre intelligence était là, heureusement pour vous. Et peut-être vous n'avez pas pu répondre. Là, je veux bien comprendre pourquoi cette spécialité plutôt qu'une autre. Alors, pour revenir un temps soit peu sur le lâcher-prise nécessaire pour les jeunes leaders, et effectivement, je pense que les bons choix titillent. Il y a des tentations. Attention de s'égarer de son chemin. Je pense que la persévérance est une bonne chose. Il faut pas choisir la voie de la facilité. Ça aurait été facile pour moi, je serais ingénieur agronome, je serais praticien à Paris, etc. Je pense qu'il faut se préparer à affronter les épreuves parce que aucune vie n'est un long fleuve tranquille, il y a des hauts et des bas. Et je pense que ceux qui arrivent à se dépatouiller, à émerger, sont ceux-là qui affrontent les épreuves, sont ceux-là qui persévèrent, sont ceux-là qui croient en eux d'abord, qui croient en leur potentialité, parce que figurez-vous que pour affronter tout cela, j'avais fait mon introspection, j'avais vu mes points faibles et mes points forts. Donc, persister sur un concours de médecine, ça voulait dire que je savais pertinemment que j'avais des chances de l'avoir. Donc, ce n'était pas un choix irréaliste. Maintenant, pour revenir à votre question, si je vous parle, c'est l'ORL, si vous m'entendez, c'est l'ORL. Je suis, comme tout ORL, spécialiste de la pathologie de la communication. Mais comment suis-je arrivé là? Je dois dire que c'était un choix opportuniste. Maintenant, je ne le regrette pas, c'est l'une des plus belles spécialités, mais enfin, sans chauvinisme aucun. Je suis arrivé là parce que je suis médecin généraliste à l'hôpital général de référence de Douala. Et je me dis, il va bien falloir que je trouve un créneau où je pourrais m'affirmer, où je pourrais émerger, où je pourrais être un pionnier, où je pourrais être un leader. Alors, quand je retourne autour de moi en terminant mes études, la tentation était grande de faire pédiatrie ou gynécologie. Quand vous avez 300 heures de cours en gynécologie, en pédiatrie, que vous avez 20 heures et 3 semaines de stage en ORL, vous connaissez très peu la spécialité. Mais dans la pratique hospitalière devenue médecin généraliste, je me suis bien rendu compte qu'il y avait de la place en ORL. L'hôpital, la spécialité était tenue par un coopérant français qui avait 2 mois de vacances par an. Et puis je me suis dit, mais c'est là que je me ferai de la place. C'est de là que je serai une référence. C'est donc comme ça que j'ai pris une inscription pour aller faire otorhinolaryngologie en Côte d'Ivoire. Nous sommes au lendemain de la dévaluation. Donc, je m'inscris en spécialisation d'ORL. Je débarque en Côte d'Ivoire en 1995 pour faire otorhinolaryngologie. Et ma foi, c'était un choix qui m'a porté bonheur. J'avais fait le bon choix, puisqu'après, dès que je suis rentré, j'étais tout de suite recruté. Il y avait très peu d'ORL. J'ai tout de suite été recruté à la faculté de médecine. Et j'ai pu avoir la carrière que j'ai pu avoir comme enseignant jusqu'à l'agrégation de médecine en 2010 au Togo. Et en arrivant en Côte d'Ivoire, toujours à la quête de perfectibilité, au bout d'une année de spécialisation en Côte d'Ivoire, je me suis dit, c'est pas satisfaisant, il faut que j'aille voir en France ce qui se passe. Donc, j'ai fait ma deuxième année d'ORL à Caen, auprès du professeur Valdazo, comme faisant fonction d'interne. Et dans la même année, j'ai fait un diplôme d'université à Besançon sur la déficience auditive de l'enfant. Toujours cette quête de perfectibilité. Vous savez, il y a des camarades qui sont contentés d'avoir un cursus purement ivoirien. Mais je ne me sentais pas à l'aise. J'avais besoin de sentir les compétences. Je sentais une confiance dans ma montée en puissance sur le plan des compétences. Donc, j'ai fait ce parcours. Vous imaginez bien, au lendemain de la dévaluation, sans le sou, sans bourse.
Mais je l'ai bravé, je suis rentré et puis j'ai donc fait comme ça l'ORL et je me suis Oui, rendu compte qu'en faisant l'ORL, c'est devenu ma passion, c'est devenu la justement. communication, c'est devenu Hmm, quelque chose d'important parce que j'ai vu les multiples facettes de la spécialité. Vous parliez de l'oreille. hmm, Au niveau de l'oreille, c'est la microchirurgie, c'est sur le microscope. Et au niveau de l'oreille, c'est pas une chirurgie vitale, mais le plus souvent, il faut restaurer dans cette chirurgie, il faut restaurer la fonction. Tantôt, vous avez une chirurgie classique, conventionnelle. Quand j'opère un goitre, c'est une hmm, chirurgie sanglante. Et hmm. vous avez aussi la chirurgie endoscopique. Quand j'entre dans un sinus, j'entre par une chirurgie avec une chirurgie endoscopique. Donc, à la fois, j'ai la microchirurgie, j'ai la chirurgie endoscopique endonasale, j'ai la chirurgie classique, une chirurgie de dissection fine et précise, parce que, comme voyez-vous, au niveau d'un cou, vous avez que des nerfs et des vaisseaux. Donc, c'est Hmm. une chirurgie de précision et de dissection fine et Ouais, précise. Et je m'épanouis là-dedans. Voilà. magnifique. Très, très symbolique. Et je me demandais, à travers ce que vous racontiez, euh, symboliquement, profondément, au fond de vous, aujourd'hui, cette spécialisation, ou peut-être le fait de pouvoir soigner la voix et l'ouïe, l'écoute, qu'est-ce que ça représente pour vous? Et voilà, c'est fondamental. Comme je vous disais, si je vous parle, c'est l'ORL, si vous m'entendez, c'est l'ORL. D'un point de vue symbolique, vous savez que la voix transmet les émotions. Vous savez que la voix, Ah, on ressent quelque chose à travers la voix. Il y oui. en a même qui vont dire Mhm. que c'est un élément de séduction. Vous savez qu'à travers la communication, à travers les mots, il y a des messages, il y a des appels à la haine, ça se passe par les mots. Donc, on est d'un point de vue dans une spécialité qui est purement, essentiellement relationnelle. Mhm. C'est une vie de relations. À travers la voix, à travers la communication, on peut définir la personnalité de quelqu'un. Voyez-vous, donc, Mhm. je travaille à restaurer ces émotions dans la voix, à restaurer cette communication chez un sourd, à restaurer Mhm. cet équilibre-là. Et Mhm. donc, oui, c'est formidable. C'est formidable, effectivement. Et quand vous avez ressorti le mot émotion, ça m'a fait rappeler tout de suite à Michael Jackson. Dernièrement, ils ont sorti un de ses nouveaux films. Et récemment, j'ai reçu une vidéo de lui qui disait que la voix, c'est le canal spirituel le plus puissant pour se connecter au monde, à l'écosystème. Et justement, avec une voix, on peut se connecter à notre mantra, aux énergies des autres. Et il a intégré le volet spirituel. Et d'ailleurs, il portait une voix extraordinaire pendant des décennies, jusqu'à aujourd'hui, pendant plusieurs années, jusqu'à maintenant, après son départ. Franchement, bravo pour ce choix Merci. et pour cette belle inspiration. Là, je vais me retourner plus vers vous, professeur, avec votre posture de père. Vous êtes un papa de 7 enfants et ceci m'a beaucoup, beaucoup touchée en préparant cette discussion, effectivement. 7, c'est une famille quand même assez importante, mais c'est aussi une institution. Et j'aimerais vous poser la question dans les deux sens. Alors, comment cette responsabilité familiale, puisque aussi votre tante, elle a mis aussi sur vous, au-delà de votre petite famille, la grande famille, comment cette responsabilité familiale a-t-elle réellement façonné votre manière de diriger des hôpitaux ou des institutions? Et inversement, qu'est-ce que diriger autant de structures vous a appris sur la paternité? Très bien. Alors, pour répondre à votre question, je commencerai, j'aime bien les anecdotes, vous m'excuserez, je commencerai Avec plaisir. par une anecdote. Je prépare le concours d'agrégation et Willema, ma fille, elle a 7 ans. C'est votre Ah, fille aînée? non, Ouais, c'est l'un de mes enfants ok. et elle a 7 ans et elle entend du bruit au salon. Elle entend du bruit au salon et elle se réveille et elle arrive au salon. Et quand elle arrive au salon, elle me trouve devant mon PowerPoint, devant ma projection. Je suis en train de réviser mes titres et travaux. Et donc, je mets un chrono et je suis en train de faire mon vidéogramme et je parle tout seul. Et la gamine me demande, mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, Willema, je me suis arrêté, j'ai arrêté le chrono. Je me suis dit, bon, je vais reprendre la séquence plus tard. Je lui explique, Willema, je suis en train de préparer un concours qui s'appelle le concours d'agrégation.
Et il a un concours international et je lui explique. Et la question de la gamine, c'est de me dire, mais papa, si tu échoues, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi de lui répondre, mais non, il n'est pas question, c'est pas l'ordre du jour. Je me dis, je vais surtout pas apprendre à cette gamine qu'on peut échouer à un examen ou à un concours. Et puis, j'aurais perdu la face. Je viens de lui promettre que je ne vais pas échouer. Donc, c'est cet élément familial. Quand je suis allé au concours international du Conseil africain Maghreb d'enseignement supérieur, quand je m'endormais, rien qu'à penser à cette gamine et à cet événement, je me réveillais. Donc, vous voyez comment on puise une essence. Donc, j'avais rendez-vous avec ma fille par rapport à ce concours d'agrégation. Deuxième anecdote, je suis directeur de l'hôpital Lakatini de Douala, le mythique hôpital Lakatini, et je continue à être chef de service d'ORL à l'hôpital général de Douala, où je vais 2 jours. Donc, le jeudi, je vais faire ma consultation et mes blocs opératoires, et j'encadre les étudiants. Et puis, il y a un étudiant qui, à la fin de mon encadrement, il prend mon sac et il m'accompagne dans ma voiture. Et quand on arrive dans ma voiture, il me dit, professeur, je vous connais. Et moi, je me dis, vous me connaissez où? Je me dis, forcément, je suis le chef de département de chirurgie, le directeur de l'hôpital Lakatini, il doit me connaître. Il me dit, je vous connais parce que le jour où vous êtes venu voir si votre fille préparait son concours de médecine à l'Institut Nanfac, c'était moi le répétiteur. Et malheureusement, pour elle n'était pas dans la salle. Vous avez demandé, est-ce que Ndjok Kamemaïté est là? On vous a dit, non, elle n'est pas là. Vous êtes sorti, vous avez pris votre téléphone, et on vous entendait hurler. Vous entendez hurler. Vous avez hurlé sur la gamine, et in fine, je lui disais exactement ceci. Mais Maïté, pour qui tu te prends? Parce que ton père, chef de département de chirurgie, directeur de l'hôpital Lakatini à la fac de médecine, donc tu penses que tu vas entrer sur titre à l'école de médecine. Ce n'est pas possible. Avec moi, ça ne marche pas. Tu devras faire ta part. Tu vas cravacher dur. Et j'étais inscrit à l'école préparatoire, comme tous les enfants, parce que tu es à égalité avec les enfants. Et quand le gamin m'a dit ça, je me suis retourné, j'ai demandé au gamin, mais est-ce que ça te parle, cette image? Est-ce que ça te parle? Il me dit non. Je dis, mais pourtant, je te trouve un peu sage. Tu es l'un des rares qui est venu vers moi, qui a fait tomber les masques et avec qui on cause. Je dis, bon, je vais décrypter pour toi, je vais t'expliquer. Tu viens de te rendre compte que ma fille a eu son concours d'entrée à l'école de médecine par elle-même. Je lui ai révélé les secrets de la méthode. Ouais. Et avec son intelligence, elle s'est dépatouillée tant et si bien qu'elle a eu son concours de médecine, elle n'a pas eu besoin de l'intervention de son père. Vous pouvez imaginer le nombre de parents qui viennent me voir, vous êtes professeur à la fac de médecine, voilà mon enfant qui parle de concours de médecine, non, ça ne marche pas. Et donc je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, mon petit? Ça veut simplement dire que ce que tu admires chez moi, tu vois le professeur de médecine, le docteur de Lakatini, ce que tu admires chez moi, tu peux l'avoir grâce au travail. Grâce au travail. Et tu viens de te rendre compte que la discipline que je m'impose, les exigences que je m'impose à moi, je l'impose à ma progéniture. Ma fille a eu son concours de médecine par elle-même. L'avantage qu'elle avait sur les autres, c'est qu'elle avait la méthode, elle avait les moyens pour pouvoir arriver à cela. Donc, je lui ai dit, mais de toutes les façons, je vous garde comme ami. Et le jour où elle soutiendra sa thèse de médecine, je vous inviterai et je vais expliquer cette anecdote. Parce que ma fille m'a donné quoi? Elle m'a donné l'occasion de rester fidèle à mes principes. L'école, pour moi, est un facteur d'ascension sociale. L'école, pour moi, est un facteur d'égalité. Il est hors des questions que dans mes principes, je commence à dénaturer cette école-là qui permet à un enfant brillant de souche pauvre qui puisse avoir un titre de noblesse en devenant médecin par la voie du concours. Je ne peux pas, par mes principes, dénaturer. Et je me suis appliqué à moi-même. Et j'en ai mis les moyens et bravo. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, moi. Donc, on a des principes, on a des convictions, on a des croyances, on poursuit un idéal et on fait en sorte d'être en cohérence avec cela. Vous voyez, donc, d'un côté, je puise dans la famille la force pour pouvoir avancer sur le plan professionnel. D'un autre côté, je ramène à l'intérieur de la famille mes convictions profondes que j'ai à l'extérieur, qui ont été perfusées par les choses. Donc, voilà un peu comment est-ce que je concilie les deux. Très, très intéressant. Quelle force, quel courage de faire face à cela. Et combien, on imagine, il y a plusieurs pères de famille et mères de famille qui font face à ce genre de situation, surtout quand ils sont dans des postes de responsabilité, haute fonction, où justement ils peuvent se permettre certaines facilités pour
faciliter l'accès à certains membres de la famille, à leurs enfants, qui ne marchent pas forcément à tous les coups, justement. Et là, merci d'avoir soulevé cela et l'importance de tenir sur des valeurs solides, sur les valeurs de la compétitivité et surtout de tenir et de se battre pour atteindre ses objectifs et ses rêves avec humilité et la tête haute surtout. Donc, cette responsabilité que vous avez portée en famille et en institution, et aussi vous avez porté cela au-delà, à l'échelle des hôpitaux, de l'université, face à ce professeur vous a approché justement. Cela, en fait, nous amène à essayer d'explorer un petit peu plus maintenant avec vous votre évolution du bistouri au pouvoir public. Et là, j'aimerais bien passer à une question un peu plus orientée sur le volet professionnel, puisque, professeur, vous avez dirigé 3 hôpitaux successivement. Bonasama, l'hôpital de district, EDA, aussi l'hôpital, c'est l'hôpital régional, et Lakintini, c'est ça? L'un des plus grands hôpitaux du Cameroun, quand même. Oui. Et donc, sur ces 3 échelles, il y a 3 réalités différentes. On est bien d'accord. 3 réalités différentes du système de la santé. Alors, quelle est la leçon que vous avez apprise dans cette traversée, dans cette expérience? Et bien sûr que l'on ne peut pas trouver dans un manuel de management, puisque généralement l'expérience africaine ne se retrouve pas facilement dans des livres ou dans comment dirais-je, des articles scientifiques. Il va falloir aller creuser. Donc, j'aimerais bien entendre de vous ce que vous avez appris, ce que vous avez préparé à apprendre pour les autres. Alors, comme je vous le disais, et ce qui est intéressant, c'est que à un moment donné dans sa vie, il faut apprendre de sa propre expérience, de sa propre vie. Il faut analyser les parcours. Vous avez dit que je suis passé du bistouri au management, à l'administration, à la gestion des hôpitaux. Mais ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon ambition première était d'être un très bon médecin, un très bon chirurgien, un très bon enseignant. Et donc, je me mettais sur le plan académique, je renforçais mes compétences en allant en stage tout le temps. Et aux portes du concours d'agrégation, je suis assistant chef de clinique, recruté sur conseil d'administration du centre hôtelier René Dubos de Pontoise. Et je termine et je me prépare à l'agrégation pour 2008. Quand j'arrive au concours d'agrégation en 2008, il faut être présenté par son pays. Il faut être présenté par son pays. Et il se trouve que cette année-là, le Cameroun refuse de me présenter au concours d'agrégation. Patatras. Le Cameroun vient d'ouvrir une spécialisation en autorité de la laryngologie chirurgie cervico-faciale. Le Cameroun dispose de 2 mètres de rang magistral à l'époque. Il en faut un 3e pour atteindre le quota voulu par le CAMES. Comment pouvait-il se concevoir que le Cameroun refuse de présenter un candidat au concours international d'agrégation en médecine dans la spécialité autour de la laryngologie? C'est simplement inacceptable, incompréhensible. Mais en fait, c'était le résultat de la méchanceté humaine. C'était aussi la méchanceté humaine. Il se trouve qu'un de mes maîtres, ce que je pourrais appeler maître parjure, avait décidé qu'il allait me barrer la voie pour le concours d'agrégation en 2008. Vous pouvez imaginer quand on a un plan, comme tout le monde a un plan de vie, vous pouvez imaginer le contre-coup de la chose. Le contre-coup de la chose, c'est une grosse dépression. Ouais. Donc, j'entre dans une grosse dépression et je ne sais plus à quel soin me vouer. Je contracte des habitudes telles que l'alcoolisme. Je commence... donc, je fais une grosse dépression. Et puis, quand avec l'aide d'amis, de la famille et tout, j'arrive à me relever parce que j'ai des aides qui me sont chères qui me disent « Mais l'agrégation, c'est quoi, Richard? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas te bousiller la vie à cause d'une agrégation manquée. Et en plus, c'est pas manqué parce que c'est pas ta faute. Ils t'ont barré la voie. » Et donc, quand je me relève cette dépression, je me dis « Ok, très bien. Je serai quelqu'un dans cette République. » Je me le suis juré. Je dis, celui-là qui m'a fait cela, qui m'a barré la voie par méchanceté au concours d'agrégation, qui devra entendre parler de moi. C'est donc comme ça que je décide d'aller rencontrer le ministre de la Santé publique de l'époque. En audience, on est tous les deux.
Il me demande comment vous, monsieur chef service d'ORL, le plan général de Douala, comment vous allez? Je dis, je vais très bien, mais je ne suis pas venu pour ça. Pourquoi vous êtes venu? Monsieur le ministre, je suis venu vous demander de me nommer. Je vous demande de me nommer directeur général adjoint dans telle structure. Le poste est d'ailleurs vacant. Dans ma tête, je me disais, mais enfin, je ne suis pas pour le destin de l'autre. Il y a une place qui est vacante, alors à ce moment-là, je suis libre de bonne mœurs. Pourquoi je ne pourrais pas postuler? Sur le plan spirituel, je ne veux pas aller être dans des vibrations négatives parce que je bouscule la place des autres. Ça fait partie de mes principes. Et donc, le ministre est étonné et il me dit, allez-y, qui ne risque rien à rien, on avisera. C'est donc comme ça que, 3 mois plus tard, je deviens le directeur du district de Bonassama que vous venez d'évoquer. Et après cet épisode-là, 11 ans plus tard, je suis le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Après avoir dirigé l'hôpital régional annexe d'EDEA, diriger l'hôpital La Catélie de Douala. Et donc, cet épisode-là, en disant je vais venir dans le comité de l'État, oui, mais je me suis positionné dans une forme de revanche saine. Ce que l'autre m'a fait de mal, il a vu peut-être une lumière en moi. Au lieu de l'aider à éclore, il a voulu l'écraser. Je me suis relevé et j'ai fait en sorte de devenir un grand comité de l'État pour montrer comment est-ce qu'on doit pouvoir servir. Comment on sert d'intérêt général? Est-ce qu'on peut servir avec humilité et simplicité? Comment est-ce qu'on peut être au-dessus des turpitudes et des égoïsmes individuels pour privilégier l'intérêt général? Et donc, du coup, ça m'a révélé à moi-même. Vous qui êtes dans les parcours de leadership et tout le reste, vous saurez qu'il y a deux beaux jours dans votre vie. Les deux plus beaux jours. Le jour où vous êtes né et le jour où vous avez su pourquoi vous êtes né. Alors cet épisode-là m'a révélé à moi-même. Je suis né pour investir l'intérêt général. Je suis né pour faire en sorte que le progrès vienne par moi. Je suis né pour être dans l'exemplarité. Je suis né pour être porteur d'espoir pour les jeunes. Je suis né pour être une référence pour les jeunes. Et donc, quoi qu'il advienne, vous me retrouverez là-dedans. Ce sera dans la littérature, ce sera dans un engagement sociétal, ce sera dans un militantisme pour le progrès de l'humanité, en particulier ma petite humanité. Donc, voilà comment est-ce que le médecin qui investit l'espace public et devient un directeur d'hôpitaux et devient un grand comité de l'État. Voilà le passage du bistouri, du bistouri à la gestion et l'administration publique. Ce que je retiens de cette belle trajectoire qui est extraordinaire, et c'est un chemin de combattant, de guerrier, je retiens ce que votre ministre à l'époque vous a dit, qui ne tente rien à rien, qui ne risque rien à rien. Donc, allez-y. Il a fait preuve de leadership, justement. Il était là, bienveillant, parce qu'il a vu votre acharnement, il a vu votre courage, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de venir et se présenter en tant que directeur d'un centre de santé et d'aller se présenter chez le ministre directement et de lui exprimer votre volonté d'évoluer, de grandir et de servir le pouvoir public. Franchement, bravo et merci d'avoir partagé aussi cette anecdote, parce que tout cela, c'est venu grâce à une crise, tout à fait, à une dépression que vous l'avez bien vécue, vous l'avez bien gérée. Tout à fait. Donc ça, c'est un très bel exemple à partager avec l'audience. Tout à fait. Et donc, vous avez bien vu qu'il faut traverser les crises, il faut surmonter les crises. Et si j'avais baissé les bras, et si je m'étais laissé aller, et si je n'avais pas essayé de me battre, je n'aurais pas surmonté cette crise. Et, vous ne serez pas aujourd'hui. Là, je ne serais pas là. Et je ne serais pas en face de vous aujourd'hui. Et vous ne m'aurez peut-être pas remarqué parce que j'aurais eu une vie de non-leader. Et, voilà. Et pour couronner la chose, le maître qui m'avait fait ombrage, qui avait refusé par une lettre signée au ministre, envoyée au CAMES disant qu'il n'y a pas de poste ouvert en ORL, eh bien, 16 ans plus tard, je lui succède comme chef de département chirurgie spécialité à la faculté de médecine de Yaoundé. Et je continue à être dans une gestion humaniste, non tyrannique. Je continue à une gestion exemplaire. Je continue à préserver la dignité de l'enseignant et de mes collaborateurs. Et dans cette dignité des enseignants et des collaborateurs que je préserve, c'est ma propre dignité que je préserve. Parce que je m'interdis, dans ma propre dignité, d'effacer l'autre, de faire autrui ce que je ne mettais pas qu'on fasse pour moi. Donc, c'est ce que j'appelle donner un sens à sa vie. Donner sens à sa vie. Tout ça donne sens à ma vie. Effectivement. Quelle preuve d'humanisme et preuve d'exemplarité que vous avez fait, justement, parce que vous n'avez pas cherché à vous venger. Au contraire, vous étiez là, vous avez tenu vos mots, vos principes, vous avez tenu sur vos valeurs qui étaient solides. Et on le voit bien à travers vos décisions.
C'est extraordinaire. Et là, je vais pivoter vers un moment charnière. Donc, il y a une chose que je vois souvent dans mon travail de coach exécutif où beaucoup de dirigeants, et j'imagine aussi beaucoup de médecins d'exception, ils échouent quand ils prennent des fonctions administratives. Et là, je vais switcher puisque vous venez du monde technique et pratico-pratique. Vous avez été dans l'expérimentation, dans le contact direct avec les patients, le corps professoral aussi. Et là, ce qu'on voit, c'est que ces dirigeants ou ces médecins, ils gardent l'âme généralement du volet technique, ou si on parle du corps professoral, ils gardent l'âme du chirurgien que vous êtes, et ils s'épuisent dans l'administration. Soit ils deviennent administrateurs purement administratifs, ou ils perdent l'âme du médecin. Contrairement à ce qu'on voit chez vous, donc vous avez monté, vous avez gravi sans perdre ni l'un ni l'autre. Quel a été le moment charnière où vous avez appris ou compris que le leadership ne s'improvise pas? C'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain. Eh bien, j'avoue que comme médecin, une fois que j'ai investi l'espace public, parce que comme médecin, c'est une relation singulière avec le malade, il faut le convaincre, il faut le soigner. Quand vous passez dans l'espace public, il y a le management des équipes, il y a des résultats à produire face à la communauté, etc. J'avoue que je n'ai pas eu beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que la démarche médicale m'y a mené un peu. J'ai amené l'expérience de la démarche médicale. C'est quoi la démarche médicale? La démarche médicale, c'est un interrogatoire. C'est un interrogatoire, c'est un examen clinique. C'est des hypothèses diagnostiques que vous allez conforter. Vous allez à travers des examens complémentaires. Et puis après, vous avez une hypothèse de travail et vous allez éprouver un traitement chirurgical, etc. Au niveau de l'espace public, l'interrogatoire, vous n'arrivez pas à prendre des décisions sans avoir pris la pleine mesure de la chose. Donc, l'interrogatoire, j'applique l'interrogatoire dans l'administration. J'interroge, je m'instruis, je fais des recoupements. Et l'interrogatoire. Après, j'examine les hypothèses, j'essaie de les conforter, jusqu'à avoir celle qui est la plus positive. Donc, j'ai une démarche diagnostique. Deuxième chose, en médecine, c'est une école de la décision. Vous voyez bien qu'à la fin, le médecin que je suis, une fois qu'il a fait un interrogatoire, qu'il a fait un examen, qu'il a soupesé les différentes hypothèses, il décide. Il décide. J'opère ou je n'opère pas. J'opère maintenant ou je opère après-demain. Je traite d'abord, je lève l'urgence avant d'opérer, je fais appel à telle discipline, etc. Je discute ou bien je transfère le malade. C'est une école de la décision. Donc je ne suis pas dans l'espace public, dans l'administration, un mou. Une espèce de ventre mou, un goulot d'étranglement. Je décide. Parce que c'est ça le leader. Donc, cette partie, cette expérience m'a permis d'avoir quand même quelques éléments pour me dépatouiller dans l'espace de décision que m'amenaient mes fonctions. Autre chose aussi, oui, je pense que il y a quand même quelques caractéristiques qui sont innées. Dans le leadership, vous avez quelque chose qu'on ne peut pas apprendre, qui est le charisme, qui est la confiance. Vous inspirez la confiance. Vous avez dans le leadership quelque chose qu'on ne peut pas décréter. C'est, j'ai envie de dire, la confiance par l'éthique, par l'exemplarité. Ce qui rend votre discours vrai, qui rend votre discours acceptable par vos collaborateurs. Donc, et après maintenant, bien entendu, il y a une partie qui est perfectible, qui relève de l'apprentissage, tantôt dans les instituts. Et puis, il y a aussi une partie qui est dans l'auto-apprentissage. Tantôt de façon empirique, on échoue, on se relève. Tantôt dans l'auto-apprentissage par les livres. Et moi, je suis un autodidacte et je lis beaucoup. Et puis enfin, si on veut revenir au leadership, je dois vous dire que je suis diplômé de leadership de Harvard. J'ai fait Harvard. Donc, voilà. Donc, on va y arriver, effectivement. On va y arriver. Donc, vous voyez, quand vous avez un certain niveau et une certaine prédisposition,
vous avez l'humilité de vous remettre dans la peau de celui qui doit apprendre. Donc, ce n'est pas tout de suite en arrivant comme secrétaire général que je me suis affirmé, etc. J'ai pris le temps, la pleine mesure de comprendre quelles étaient les fonctions, quels étaient les attendus, et avec qui, avec quoi, et à quel background me faudrait-il pour pouvoir évoluer dans ce milieu-là. Ok. Donc, voilà. D'accord. Merci, professeur. Et là, j'entends beaucoup le mot ou le verbe apprendre. Je vais vous relancer sur cette même question. Qu'est-ce qu'un chirurgien devrait désapprendre pour devenir un meilleur dirigeant Alors, ou un meilleur leader? J'avoue que vous avez, pour un chirurgien, désapprendre pour devenir un meilleur leader, c'est peut-être l'écoute. Vous savez, nous autres chirurgiens, on a une espèce de condescendance du haut de sa science, du haut de son bistouri, du haut de la prouesse chirurgicale, de la satisfaction d'une prouesse chirurgicale. On peut avoir une espèce de propension à se penser, à croire qu'on est un être supérieur. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de descendre un peu et se dire on a besoin de tout le monde. On a besoin, pour avoir la performance, on a besoin de plus petit que soi. Et c'est un travail d'équipe. Donc, il faut, pour un chirurgien, revenir à non pas son succès, mais le succès d'une équipe. Il faut faire travailler et faire en sorte de motiver les équipes. Ok, intéressant. Donc, désapprendre sa façon d'écouter ou d'être à l'écoute auprès des autres. Comme vous l'avez bien dit, l'importance se situe dans le travail d'équipe. Comment utiliser, faire valoir l'intelligence collective. Et là, je l'entends bien à travers ce que vous partagez en faisant ce genre de diagnostic qu'un médecin ou tout un médecin peut faire sur le process qu'un patient peut expérimenter au sein d'un hôpital. Et là, vous le partagez et je pense que ça marche très, très bien. Donc, on voit bien les résultats. C'est un bel exemple, en tout cas, pour pouvoir intégrer, introduire et surtout trouver sa place en tant que chirurgien dans une administration, quelle qu'elle soit, publique ou privée, mais en tout cas pour devenir un vrai dirigeant. Vous avez voulu aussi vous former, vous avez parlé d'Harvard et votre expérience. Et c'est pas n'importe où que vous avez fait cette formation. Donc, vous avez passé par le Humphrey Fellowship aux États-Unis et plus précisément par Harvard Kennedy School en 2024 sur justement le leadership du 21e siècle. Et là, je voudrais vous poser une question un peu pertinente parce qu'on en a parlé déjà dans notre rencontre hier durant le GITEX Future of Health à Casablanca, là, qu'on a vécu il y a quelques jours. Donc, sur 2 temps, qu'avez-vous appris à Harvard et que vous n'auriez pas pu apprendre ailleurs? Et la deuxième, c'est qu'est-ce que vous avez appris en Afrique dans vos hôpitaux et qu'aucune université américaine, chinoise ou indienne ne pourrait jamais vous enseigner? Oui, alors, je commencerai par la question la plus simple, celle de ce que j'ai appris à Harvard. Je dois vous dire, quand je suis arrivé à Harvard pour faire le leadership, j'étais secoué. J'étais profondément secoué. Et j'ai compris que l'une des tares de notre sous-développement, c'est cette absence de leadership. Qui dit leadership dit vision. Et si vous n'avez pas de vision, vous n'y arriverez jamais. Jamais. Et quand je suis arrivé à Harvard, ça m'a secoué. J'avais déjà de la vision, j'avais déjà de la prospective, mais quand je suis arrivé à Harvard, j'ai compris que il y a une façon d'être, il y a une façon de concevoir le monde, de concevoir la profession, de concevoir le travail qui vous permet de décoller. Et je prends un exemple, et à chaque fois, j'essaie de le faire passer autour de moi, mais ça ne passe pas. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Tonton Pion a été formé pour être pharmacien. Il a été formé pour être chirurgien dentiste. L'autre a été formé pour être médecin. Et puis il se retrouve directeur d'un hôpital. Et quand il se retrouve directeur d'un hôpital, certes, il a des objectifs à atteindre, mais il n'a pas été outillé pour. Et donc, il doit se mettre dans un challenge adaptatif. Et dans le challenge adaptatif, il n'a pas les outils, il n'en a peut-être même pas conscience. Il n'a même pas conscience qu'il a été formé à résoudre des problèmes techniques. Reconnaître un paludisme et y opposer un traitement, c'est un problème technique.
Se retrouver celui qui sait reconnaître un paludisme et lui opposer un traitement, se retrouver chef d'un district de santé, ce n'est pas la même chose. Et comme chef de district de santé, vous n'êtes plus en face d'un problème technique. Même cerner le problème devient complexe. Y trouver encore des solutions devient complexe. Et vous-même, vous devez vous complexifier en dedans dans un challenge adaptatif. Et là, j'ai compris que nous avons du chemin à parcourir, nous avons du chemin à faire. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une dichotomie entre les objectifs assignés à une fonction et le cahier assigné à une fonction, et les objectifs et le rendu lié à ces fonctions. Au milieu, il y a une carence de leadership. Donc, la deuxième partie de votre question, qu'est-ce que j'ai appris de par mon parcours africain, etc., et qu'on n'aurait pas trouvé dans une université. D'abord, le contexte culturel, le contexte anthropologique, socio-culturel, etc. On ne le trouve pas. Ouais. Donc, je prends un exemple pour revenir au GITEX. Au GITEX, tout le monde parle de la digitalisation des systèmes. Oui. Donc, c'est une solution. Il est évident que cette solution-là, elle a sa place. Il est évident que cette solution-là va marcher. Il est évident qu'elle a été conçue, elle a été éprouvée. Sauf que, quand vous l'emmenez dans notre environnement, vous avez un environnement où on arrive au travail à 10 heures. Vous avez un environnement où au poste attendu pour être l'infirmier pour faire les accouchements, on a une qualification d'aide-soignant. On est dans un environnement où on a déserté son poste de travail parce qu'il n'est pas attractif. La même méthode ne peut pas donner les mêmes résultats. Elle va, en termes de résultats, plafonner à un moment donné. Donc, ce qu'on ne retrouve pas dans une université, c'est la contextualisation. C'est l'anthropologie dans laquelle on vit. C'est l'expérience des mauvaises habitudes, des mauvaises pratiques que nous, on ne retrouve pas dans les écoles de leadership. Et donc, vous ne pouvez pas, avec les mêmes principes, les mêmes concepts, ne pas opposer l'anthropologie, la sociologie, les mauvaises pratiques, etc., pour avoir les mêmes résultats. Donc ça, on ne retrouve pas ça dans les écoles de leadership. Ce n'est pas à Harvard qu'on va vous dire qu'il faut savoir que vous avez des concitoyens qui sont irresponsables, qui n'arrivent pas au travail, qui désertent le boulot, qui sont démotivés parce qu'ils préfèrent déserter pour aller chercher, qui arrivent cependant à la fin du mois. Harvard ne vous le dira pas. Mais si vous voulez avoir les résultats, comment vous faites dans votre environnement? Donc voilà un peu la problématique que je voulais passer. Donc il y a effectivement une réalité là. D'un côté, vous partez dans une institution comme Harvard, un programme de leadership reconnu à l'échelle internationale où on vous oriente vers la vision et son importance pour pouvoir être aligné, en tout cas, et mettre en place un vrai plan d'action atteignable, comme on dit, SMART, avec des objectifs SMART, contrairement à une réalité qu'on a en Afrique. Effectivement, c'est une réalité qui n'est pas forcément alignée avec les moyens existants. Et il y a une vision qui, parfois portée à l'international par des décideurs et des dirigeants africains, comme ce qu'on a vu au GITEX, mais qui n'est pas forcément alignée avec la réalité locale. Et c'est là où c'est très important d'être vrai et honnête avec soi-même et de ne pas se voiler la face en tant que dirigeant et décideur africain. Et c'est d'abord travailler le fond et les fondations. Moi-même, venant du monde de la construction durable et notamment la construction elle-même, si les fondations ne sont pas solides, même si on ramène les meilleures technologies du monde, ça peut s'écrouler en un laps de temps. Et donc, on voit bien l'importance de cet alignement, si j'ose dire. Donc, si vous permettez, pour conclure sur ce sujet, oui. Nous autres Africains, et particulièrement nous autres leaders de l'Afrique noire francophone, est-ce qu'on a conscience de ce qu'on doit développer un nouveau leadership? On n'est pas leader africain comme on est leader chinois ou comme on est leader américain ou français. Je pense qu'il y a un leadership africain qui est propre à nous. Qui est propre à nous, ce leadership africain qu'il va falloir éclore, c'est ce leadership-là de ce que nous devons d'abord transcender le colonialisme. Nous devons transcender le colonialisme. C'est ce leadership de ce que nous devons inventer notre voix. C'est ce leadership de ce que nous devons chercher et exprimer notre voix. Et donc, du coup, il faut prendre les concepts et les outils, c'est les applications même. Il faut sortir. Donc, je pense qu'il y a ce leadership africain qui doit d'abord prendre conscience de ce que nous avons notre voie à définir. Et c'est quand vous avez défini votre voie et que vous avez conscience de ce que vous devez développer un leadership propre à vous, que vous pouvez maintenant résoudre vos propres problèmes. Et je pense, moi, un exemple. Nous avons un leadership en ce moment qui est transformationnel.
Le monde nous enseigne en matière de médecine que nous sommes en train de ressembler aux autres. Parce que, oui, nous sommes en ce qu'on appelle la transition épidémiologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pays africains, là d'où je viens, après avoir, on l'a encore, eu des maladies transmissibles, le choléra, le paludisme, le sida, etc., nous sommes en train d'avoir de plus en plus de cancers. Nous sommes en train d'avoir de plus en plus d'hypertension artérielle. Nous sommes en train d'avoir de plus en plus d'obèses. Nous sommes en train d'avoir de plus en plus d'asthmatiques. Nous sommes en train d'avoir de plus en plus de diabétiques. Et pourtant, nos hôpitaux, notre espace n'est pas préparé à une séquelle d'accident vasculaire pour une hypertension artérielle, c'est dramatique. Donc, nous avons besoin d'un leadership transformationnel pour faire mentir à la prédiction qui dit que, fatalement, ces pays africains vont avoir aussi les mêmes problèmes de santé publique que nous. Le cancer devient un problème, etc. Et donc, il faut dériver cela. C'est ce que j'appelle le leadership africain. C'est ce que j'appelle le leadership transformationnel. Et ça, si l'Africain que je suis dans son leadership ne le développe pas, ce n'est pas l'autre qui viendra le développer pour moi. Il faut que j'en ai conscience. Donc, c'est ça le leadership transformationnel, le leadership africain, la voix africaine. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup pour ce message très puissant et l'importance de se poser un moment en silence et se dire qu'aujourd'hui, on a besoin de parler et de redéfinir le leadership africain. Parce qu'effectivement, on est en train de tendre et d'évoluer vers de nouvelles épidémies, vers de nouvelles technologies, vers, on va dire, une nouvelle génération qui se développe, que ce soit de maladies, mais une génération de leaders, de décideurs. Et que de cela advienne que, de toute manière, on sera à un moment donné obligé de redéfinir les règles ou revoir nos cartes pour poser une vraie vision panafricaine avec un vrai style de leadership signé africain, tout en intégrant nos traditions, nos cultures, notre diversité religieuse aussi et notre histoire qui est très, très puissante. Et mais si vous permettez, pour clore sur cette question, parce que pour moi, elle est cruciale sur ce leadership africain. Attention de tomber sur le piège du visible. Un hôpital high-tech, style hôpital américain de Paris, transposé à Casablanca ou à Yaoundé, oui, ça se voit. Les plateaux techniques, ça se voit. Mais s'il vous plaît, quel est votre leadership? Si pendant ce temps-là, vous êtes en train de copier la technologie des autres, vous êtes en train de dans un cycle que j'appelle un cycle obsolète de rattrapage technologique. Vous n'êtes pas dans le leadership africain si vous êtes dans le rattrapage technologique. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons. Et je suis de ceux qui pensent que non, c'est pas ça la voie de l'Afrique. La voie de l'Afrique, c'est le traitement du choléra, c'est l'hygiène, c'est l'eau potable, avec l'incidence que ça a sur les maladies. C'est quitter de l'hospitalocentrisme. C'est ça le leadership africain. C'est la prééminence de cette santé primaire. Ce n'est pas le rattrapage technologique, encore une fois. Il ne faut pas comparer ce qui est comparable. Souvenez-vous que la Chine nous montre un bel exemple. Quand les zones rurales avaient encore les maladies diarrhées qui tuaient les enfants, ils ont fait la révolution des toilettes. Moi, je veux ma révolution des toilettes dans le leadership africain au Cameroun pour qu'il n'y ait plus de choléra, au Congo, etc. C'est ça. Je ne veux pas le rattrapage technologique parce que c'est une vision qui est biaisée. J'entends bien, professeur. Merci beaucoup d'avoir porté cette voix et porté ce message très puissant. Et j'espère que ça va atteindre aussi les bons oreilles des bons décideurs et dirigeants africains, sages et visionnaires surtout, qui sont sensibles à ce genre de questions. Donc, votre spécialité de gestion porte un nom qui paraît technique, mais qui est en réalité, c'est une révolution. Donc, le financement de la santé basé sur la performance, c'est bien ça. Donc, pour beaucoup de citoyens africains, ce concept, il reste quand même abstrait, puisque vous parlez d'une vision d'un leadership africain. Un leadership transformationnel, il nécessite des financements. Et vous êtes l'expert dans ce domaine. Donc, soyez concrets. Pourquoi est-ce une révolution, on va dire, silencieuse pour l'Afrique, ce genre de financement? Et pourquoi tant de pays peinent encore à le mettre vraiment en œuvre sur le terrain? Et votre question m'intéresse. Elle résonne à moi avec une portée philosophique et justement, c'est un peu le cœur serré que je vais vous répondre. Je suis expert en financement basé sur la performance, oui. J'ai expérimenté, quand j'ai géré les hôpitaux de Deya et de Bonasama, le financement basé sur la performance. Je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que c'est un financement intelligent.
L'argent étant le nerf de la guerre, je vous donne l'argent si vous avez les résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est une cible, c'est un contrat. Alors, je prends, pour ce qui nous concerne, je prends 2 éléments. La santé maternelle. J'ai le chiffre de la population. Il est attendu tant d'accouchements assistés. Et donc, j'ai un impact sur la santé des populations parce que quand on vient dépouiller, le résultat est que on vous attendait pour 1000 naissances vivantes, vous les avez remplies. Donc, vous avez le résultat et l'impact est là et on vous paye. Et vous pouvez maintenant payer le personnel, etc. Vous avez traité tant d'enfants qui ont le paludisme et vous avez respecté les protocoles de traitement dans le diagnostic du paludisme, etc. On vient les compter et on vous rémunère en fonction de cela. L'impact santé, il est là. Et on a la communauté qui vous juge, la perception de l'hôpital. Donc, c'est tous ces éléments-là. Un organisme qui paye, un régulateur qui vient mesurer la performance entendue comme résultat et un prestataire de soins qui est l'hôpital. Donc, c'est ce triumvirat-là qui permet d'avoir et une communauté qui vous juge. Et c'est cet écosystème-là qui permet d'avoir les résultats. Et ça a été expérimenté par la Banque mondiale. On l'a expérimenté. Ça a très bien marché. Et ce n'est pas moi qui le dis. Tous les directeurs d'hôpitaux qui ont expérimenté le PBF, le financement basé sur la performance au Cameroun, vous le disent. Ça, et les publics aussi l'ont remarqué. Ça a changé la physionomie de l'hôpital. Et je trouve que sur le plan de la responsabilisation, puisque l'Africain que je suis n'est pas responsable s'il n'est pas supervisé, s'il n'y a pas quelqu'un qui passe derrière, je trouve que ça avait mis une pression. On entrait dans un hôpital, on voyait que les protocoles étaient affichés, les parcours patients étaient affichés, le gazon était tendu, il n'y avait pas de fiches de papier, les poubelles avaient des... Donc, tout était mesuré, tout était codifié et connu. Donc, il y avait un recul du laxisme. Sauf que quand la Banque mondiale s'est retirée et que les financements devaient s'appuyer sur les financements domestiques, la trésorerie de l'État n'a pas suivi. Première chose. La deuxième chose aussi, c'est que le PBF a été combattu à l'intérieur de nos États, à l'intérieur de nos pays, tantôt par ceux qui ne comprenaient pas le principe, et tantôt par le lobbying hospitalo-centriste. Le lobbying hospitalo-centriste, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le PBF allait faire en sorte que l'argent arrive dans les hôpitaux, mais pas les vouchers, pas les lignes de crédit, l'argent frais, pas les vouchers, pas les lignes de crédit, avec un taux d'exécution qui pose problème. Et donc, il s'était très combattu. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, on n'a pas un financement intelligent. On est revenu à ce qui était classique. Ce qui est classique, c'est quoi? Ce qui est classique, c'est qu'on a une budgétisation qui est une budgétisation descendante. Et nous vivons un paradoxe. Le paradoxe de l'Afrique, en particulier l'Afrique noire, que je connais bien, l'Afrique francophone, c'est un paradoxe où vous avez 80% du budget des États qui se retrouvent en train de régler 20% des problèmes. Et dans ce budget des États, alors qu'il y avait 80% des problèmes qui se trouvent au niveau des districts de santé, et là-bas, on n'a que 20% du budget. Voyez-vous? Donc, le PBF ne peut qu'avoir mon assentiment dans la mesure où l'argent va où il y a un impact. L'argent va où il y a les prestataires. Et y compris tout le monde est rémunéré. Le régulateur qui vient superviser est rémunéré. On est revenu à l'ancien système. Donc, voyez-vous, je suis pour une redéfinition du mode de budgétisation. Il faut absolument revoir ces genres de choses. Il est démontré qu'il faut que, pour qu'on soit efficient au niveau de l'unité opérationnelle, le district de santé, les centralisations sanitaires, là où on a encore des problèmes de femmes qui n'espacent pas les naissances, là on a encore des problèmes de femmes qui ont les fistules obstétricales, là on a encore des problèmes de maladies tropicales négligées, là où on a encore le choléra, là où on a encore des enfants qui meurent de paludisme, là où on a encore la malnutrition. Il faut apporter la preuve que c'est là-bas que se trouve 50% de la budgétisation pour lutter contre ces fléaux. Mais enfin, ce n'est pas au niveau des fonctions support, du niveau central. Ouais. J'aimerais bien en fait... peut-être en une phrase, pour un citoyen lambda qui ne s'y connaît pas, qui ne comprend pas ce que c'est le PBF, en une phrase, comment expliqueriez-vous ce concept à un citoyen qui ne connaît rien aussi à la gestion sanitaire? En une phrase. Alors, le financement basé sur la performance dans le secteur des hôpitaux, parce que ça peut se voir en justice, ça peut se voir dans les écoles. Pour le dire plus simplement, c'est de dire que quand un hôpital remplit son contrat d'être aux côtés des populations, d'améliorer leur santé, alors il reçoit de l'argent. Il ne le fait pas, il ne reçoit pas de l'argent. Excellent. Merci, professeur. Et là, je me dirige vers l'équation 2030, où tout le monde se projette avec cette vision à l'horizon 2030 qui est proche, dans 4 ans. Pas 10 ans, seulement 4 ans.
Et donc, nous sommes ici au cœur du GITEX Future of Health, où l'on parle d'IA, où l'on parle des données, de l'infrastructure, de l'énergie aussi, l'infrastructure numérique, les data centers et aussi des hôpitaux connectés. Selon vous, quelle est la véritable équation santé africaine à l'horizon 2030? Eh bien, selon moi, le challenge se situe au niveau de l'opérationnalisation de la stratégie. Tous les pays sont dotés d'une équation stratégique. Vous avez une stratégie qui va s'appeler stratégie sectorielle de santé, vous avez une stratégie nationale de développement, vous avez un plan de développement sanitaire, etc. Mais on ne peut pas arriver à inverser la tendance si la stratégie n'est pas opérationnalisée. Et c'est là qu'il y a un problème, au niveau de l'opérationnalisation de la stratégie. Et là, c'est là que se trouve mon inquiétude. C'est qu'à un moment donné, les stratégies restent dans les tiroirs et on gère le train-train quotidien et on se souvient des indicateurs le jour où on est en 2030. Il faut monitorer les indicateurs. Si on est au GITEX, il faut que dans l'opérationnalisation, l'intelligence artificielle, la digitalisation m'aide à atteindre mes objectifs en termes de fléchissement des indicateurs. Je prends un exemple. Les objectifs de développement durable me disent que le Cameroun, en 2030, doit être autour de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes en termes de mortalité maternelle. Et donc, si vous voulez positionner la digitalisation, si vous pouvez positionner, dans les 4 ans qui me restent, il faut m'apporter la preuve que ça va m'aider à infléchir, que ça va me permettre de collecter les données en temps réel sur la mortalité maternelle, sur les audits des décès, que ça me permette de remonter ces informations pour que je puisse faire des rémédiations en temps réel. Parce qu'il me reste très peu de temps. Donc, c'est à ce niveau-là que se trouve. Le challenge, c'est de dire il faut qu'on reste collé, focus sur les objectifs à atteindre et qu'on se donne les moyens de les atteindre et qu'on ne disperse pas les moyens pour revenir dans un budget classique de moyens. Il ne faut pas, une fois qu'on a décliné les activités, les actions, qu'on se retrouve en train tous les ans d'acheter des ordinateurs, en train dans la déclinaison du budget d'acheter du papier, en train d'acheter du carburant, alors que pendant ce temps-là, il y a une... Donc, c'est un peu ça la question, c'est de se dire, il faut, l'équation que vous me demandez, faire en sorte d'être dans un écosystème où de la valeur ajoutée de quelque méthode que ce soit, digitalisation, santé numérique, intelligence artificielle, budgétisation, gouvernance hospitalière, gouvernance des districts de santé, tout cela ensemble se mettre de façon cohérente pour aller vers l'objectif. Très intéressant, très inspirant. Alors, j'imaginais quand vous répondiez et surtout la façon avec laquelle vous avez fait le summarize ou la conclusion de cette partie-là, j'imaginais une table ronde avec différents dirigeants en train de discuter, chacun avec sa perspective, peut-être différents ministres, le ministre de la Santé, le ministre de la Technologie, la digitalisation, le ministre de la partie infra. Dans une salle close comme celle-ci, qu'est-ce que tous ces chiffres ou toutes ces technologies ne disent pas quand vous êtes ensemble? Oui. Et vous posez là quelque chose qui nous rappelle un peu ce leadership africain. Ce que les technologies ne disent pas, c'est qu'elles n'ont pas été conçues pour notre environnement. Ce qu'elles ne disent pas, c'est qu'elles ne produiront pas les mêmes effets dans notre environnement, c'est sûr, je peux l'affirmer. Et donc, du coup, il faut faire attention à cette technologie. Il faut les domestiquer, il faut les apprivoiser. Et pour la meilleure façon de les apprivoiser, c'est de faire en sorte que ces méthodes-là transcendent, que ces méthodes puissent vaincre les résistances et les contraintes locales. Je prends un exemple, j'aime bien cet exemple-là. Dans un district de santé, où il n'y a pas de ressources humaines parce que tout le monde a déserté pour aller dans la zone rurale. Dans un district de santé sans autonomie, comment voulez-vous que la digitalisation permette de faire un bond? Il y a sûrement un personnel qui n'existe pas, ou quand il existe, il n'est pas motivé. Il y a sûrement un personnel dont on ne mesure pas l'effectivité du temps de travail, etc. Donc, la technologie, aussi bonne soit-elle, va entraîner un trou noir dans ce district-là en termes de détection, transmission et une réponse rapide face à une épidémie n'importe laquelle. Et c'est pour ça que vous allez voir que, non, comme le district n'est pas autonome, le district n'est pas efficace, il y a une mortalité importante en début d'épidémie. C'est le niveau central, quand il est notifié, qui va venir intervenir.
alors que les populations sont déjà mortes. Donc, Ouais. il y a une problématique à ce niveau-là. Quelle technologie va changer la donne? Donc, il faut bien avoir à l'esprit qu'on n'achète pas. On n'achète pas un bonbon, qu'on n'achète pas un prêt-à-porter, qu'on n'achète pas un prêt à innover, un prêt à changer la performance. Et donc, il va falloir coupler à cette nouvelle technologie ce que moi j'appelle recherche et développement. Je voudrais bien qu'au moment où on fait l'IA, que c'est l'IA qui a été cherchée et conçue dans un environnement comme le nôtre. Notre environnement comme le nôtre, c'est quoi? Ce n'est sûrement pas l'IA de là où il y a les spécialistes de pathologie partout, où il y a des médecins à tout bout de rue. C'est une IA qui a été conçue dans un environnement où les zones sont enclavées territorialement, inaccessibles. C'est une IA qui est au service de l'absence de spécialistes, l'absence d'une répartition d'infirmiers qui ne suffit pas. C'est une IA qui est conçue pour des microscopes qui n'existent pas, etc. Voilà un peu ce que je voulais dire. Vous m'avez rappelé, professeur, il y a quelques années, je pense qu'il y a 2 ans ou 3 ans de là, où j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle. Je me suis formée avec des professionnels. À l'époque, ça a démarré et ça devenait de plus en plus accessible, notamment avec quelques outils qui nous facilitent la vie aujourd'hui, effectivement. Et j'ai été mise en contact avec un expert camerounais qui était reconnu à l'échelle internationale sur l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Alors, figurez-vous, et tenez-vous bien, quand je l'ai appelé, je retiens ça. Il m'a dit, on n'est pas encore prêt pour l'intelligence artificielle, madame. Donc, il y a une résistance extraordinaire et très puissante d'ailleurs. Donc, il m'a dit, moi, je suis au pays, je côtoie plusieurs domaines, plusieurs industries, les gens ne sont pas prêts. Pourquoi? Et certains ont peur qu'ils soient remplacés par l'intelligence artificielle. Juste ça, juste cette peur-là, ça bloque le système. On n'est même pas arrivé au point de ramener des technologies. On est juste au niveau de la formation et de l'information. Donc, je pense, et ça, c'était il y a 3 ans. Je ne sais pas aujourd'hui le cas du Cameroun, où est-ce qu'il en est. J'imagine qu'il y a de plus en plus de masterclass, de formation qui se développent davantage sur ces nouvelles technologies, justement pour élever les consciences. Oui. Et tout à l'heure, peut-être il y a... Dans une autre discussion, on disait « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et donc, éveiller la conscience, ouvrir les esprits vers ces nouvelles technologies. Et là, je vais, avant de finir, j'aimerais bien aller rapidement en utilisant ce lien de la technologie, parce que vous avez fait beaucoup de recherches. Et j'ai été particulièrement touchée et en même temps honorée davantage en regardant votre parcours. En juin 2025, vous avez co-signé une publication phare dans le bulletin de l'Organisation mondiale de la santé. Vous vous en rappelez, n'est-ce pas? Oui. Donc, et c'était sur le dépistage néonatal de la surdité et de la cécité au Cameroun. Pour beaucoup de gens, ces enfants, ils n'existent pas, ils sont presque invisibles. Parfois, on les appelle les enfants invisibles. Aujourd'hui, grâce à ce travail, ils ne le sont plus. Donc, quelle leçon politique tirez-vous de ce projet et pourquoi est-ce que cela change tout, change la donne dans cette spécialité? Et comment pourrait intégrer la technologie dans ce que vous avez proposé? Alors, je reviens sur le premier versant de votre question. Et là, ma voix est grave et j'ai des trémolos dans la voix. Vous savez, je suis otorhinolaryngologiste et très sensible à la question de la surdité. Dans une de mes précédentes vies, m'intéressant à la question très précocement, j'avais senti, et nous sommes en 1995, Dieu sait combien d'années, je me suis inscrit à mes propres frais à un diplôme d'université qui s'appelle la déficience auditive de l'enfant. Donc je me suis, dans ma préparation comme ORL au Cameroun, je me suis dit, il va falloir que j'ai les outils pour pouvoir combattre ce fléau qu'est sur la surdité de l'enfant. Et dans mes premières publications, j'écrivais, concernant la surdité de l'enfant, j'écrivais, à l'endroit des pouvoirs publics, je souhaite qu'il y ait la mise sur pied d'un programme national de lutte contre la surdité. À l'endroit des pouvoirs publics, je souhaite qu'il y ait la mise sur pied d'un système pour capaciter le Cameroun en audioprothèse, etc. etc.
Et puis, aujourd'hui, je suis un grand commis de l'État, je suis le secrétaire général, j'ai la fibre de l'ORL et j'en suis encore des publications. Et vous me demandez qu'est-ce que ça peut apporter au niveau des politiques nationales. Bon, je vous répondrai un peu comme Joseph Stiglitz, qui a écrit La Grande Désillusion. Joseph Stiglitz est dans le brain trust du président des États-Unis. Oui. Et quand le président s'en va, il est parachuté à la Banque mondiale. Quand il est à la Banque mondiale, il est du versant humaniste, parce que nous vivons aujourd'hui du côté des États-Unis. Il est du versant humaniste et il se dit je vais à la Banque mondiale, je vais aider les pays en voie de développement. Et quand il arrive, je trouve que le lobby est tellement puissant qu'il ne peut rien faire. Les programmes d'ajustement structuraux ont mis nos pays à genoux. Et puis, qu'est-ce qu'il fait, Joseph Stiglitz, face à l'hyperlibéralisme, face au capitalisme outrancier, face à l'hégémonie et au lobby dans ces institutions de Bretton Woods relativement à la pensée de l'hypercapitalisme, il démissionne et il va écrire La Grande Désillusion. Mais vous savez, dans nos pays africains, il faut savoir le reconnaître, il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas simplement l'envie qui nous manque ou la volonté qui nous manque. À un moment donné, vous êtes dans une incapacité de pouvoir impulser ce dont vous avez rêvé, ce que vous avez pensé pouvoir faire, etc. Et puis les gens vous regardent et vous se disent, mais enfin, vous pouvez quand même être un entrepreneur de la linguistique et le Cameroun n'a pas. Ça, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette première question. Mais enfin, ce n'est qu'une question de temps. Oui. Dans le leadership, on nous apprend aussi à dompter les résistances, à maîtriser son environnement. J'ai bon espoir. J'ai bon espoir qu'en matière de prise en compte de la solidité de l'enfant, on arrivera bien sûr à un moment donné sur les programmes de dépistage néonataux obligatoires, sur la prise en charge jusqu'au financement des implants cochléaires. Et puis sur le deuxième versant, si vous pouvez me rappeler le deuxième versant de votre question. Le deuxième versant, c'était particulièrement la leçon politique que vous tirez de ce projet et pourquoi est-ce que cela change tout en fait à travers votre étude et votre revue. Voilà, donc sur le plan purement scientifique, c'est sur 1000 naissances, vous avez 3 enfants qui sont sourds. Et le temps d'une vie, j'ai quand même vu une certaine démocratisation de ces enfants-là dont on ne parle pas. À l'époque, quand un enfant était né en France, il était automatiquement sourd. Et puis la recherche a amené ce qu'on appelait un implant cochléaire. Donc l'enfant qui est né sourd n'est plus automatiquement muet. C'est ce que je voulais dire, un enfant qui est né sourd est muet. La recherche a fait en sorte que maintenant, il y a un appareillage qui s'appelle l'implant cochléaire qui se fait sur chirurgie. Justement. Et l'enfant qui est né n'est plus automatiquement muet. Mais chez nous, ça l'est encore. Et à l'époque, quand je faisais mon dieu des auditifs de l'enfant, ça coûtait tellement cher que c'était pris en compte par le budget de la région. En France, c'était la région qui finançait la chirurgie, Sultan n'arrivait pas à financer. Oui. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé, l'invention est tombée dans le domaine public. Et aujourd'hui, on a un implant cochléaire tout frais payé qui peut se situer autour de 10 millions de francs CFA. Mais 10 millions de francs CFA, c'est combien de Mercedes? C'est une Mercedes pour un ponte. C'est combien d'implants cochléaires? Et 10 millions de francs dans un budget de l'État, c'est combien, etc. Donc il y a un problème de perception de la sensibilité et la priorisation. Je pense que échouer à être un ORL, à être entendu pour faire la prise en compte d'un implant cochléaire qui coûte 10 millions de francs CFA dans un pays où il y a d'autres priorités que ça. Oui. On n'est pas loin de la grande désillusion. Waouh! Ah oui, c'est quand même assez pertinent et assez, on va dire, douloureux parfois, hein, parce que vous êtes dedans. Vous êtes une force de proposition, vous l'avez prouvé à travers vos parcours, à travers vos réalisations scientifiques et vos découvertes. Et là, vous êtes en plein dedans et vous voyez bien qu'est-ce qui freine et qu'est-ce qui bloque encore. Et là, structurellement, c'est aussi lié au pilotage, on va dire, de la politique publique qui n'est pas forcément aligné avec telle ou telle vision. Et les priorités changent peut-être parfois d'année en année, mais aussi, là, dernièrement, on a vu que les visions aussi changent de mois en mois, parfois de semaine en semaine, en fonction de la situation géopolitique que l'on connaît à travers le monde, malheureusement.
Donc là, professeur, j'aimerais bien aller vers le volet de la souveraineté sanitaire. Et je voudrais terminer cette partie sur une question qui dépasse un peu le Cameroun. C'est une question continentale. Donc, on a bien vu le Covid qui a été un électrochoc pour nous tous. On l'a découvert et en quelques semaines, on avait déjà plusieurs milliers de personnes qui étaient décédées. Et à quel point l'Afrique aussi dépendait du reste du monde pour ses vaccins, pour les tests, pour le matériel. Et là, on voit 5 ans plus tard, j'aimerais bien voir où est-ce qu'on en est réellement en Afrique en termes de souveraineté sanitaire. Êtes-vous optimiste par rapport au futur ou plutôt inquiet? Oui, alors, je suis optimiste par rapport au futur sur le plan de la réflexion. Il y a une réflexion, c'est sûr, c'est une réflexion sur la souveraineté sanitaire en Afrique. Le Covid nous l'impose. Des très belles réflexions. Je suis optimiste relativement à ça. Il y a une prise de conscience. Ça me rend optimiste. Il y a des plans de stratégiques. Ça me rend optimiste. Mais je suis inquiet au niveau d'un certain nombre de contraintes à transcender. Voyez-vous, si je parle par exemple de la souveraineté sanitaire en termes de recherche, les vaccins contre le Covid ont été produits ailleurs. Comment vous allez faire la recherche pour être souverain en termes de vaccins, pour ne pas défendre les vaccins des autres avec la problématique, etc. Donc, il y a un problème de mise en commun au niveau de l'Afrique, un certain nombre d'équations sur le plan de la recherche. La souveraineté commence, de mon point de vue, très loin sur la possession de la science, la possession de la recherche, non pas sur la consommation, de mon point de vue. Ouais. La deuxième chose, sur le plan de la souveraineté sanitaire, oui, tout le monde voit la nécessité d'être autonome sur le plan de la disponibilité des médicaments et des intrants. Sur le plan de la disponibilité des médicaments et des intrants, la souveraineté sanitaire suppose un marché. Mais nos États sont parfois étriqués. Et dans ce marché, il va y avoir des micro-industries, des micro-firmes pharmaceutiques pour créer quel marché. Il y a l'espoir, on a eu l'Agence africaine du médicament. On peut aller vers l'agence, enfin, des AMM supranationaux. Mais, encore une fois, c'est une contrainte à transcender. Il faut ouvrir les marchés. Il faut ouvrir les marchés pour que la souveraineté africaine ne soit pas la souveraineté camerounaise ou gabonaise ou équatoriale, mais que soit une souveraineté africaine partagée. Ça pose problème. Il faut transcender les égoïsmes nationaux pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait la souveraineté. Donc, je pense que les réflexions sont en place, ça invite à l'optimisme, mais les barrières sont encore grandes sur le plan du marché, sur le plan de la réglementation, sur le plan de l'autorité de régulation, etc. Donc, mais la nécessité, elle est là. Très intéressant. Merci beaucoup, professeur, pour votre lucidité. C'est très rare dans votre réflexion et comment aussi vous posez le constat, la réalité. Vous nommez l'urgence, mais aussi vous gardez quand même l'espoir pour le futur. Vous êtes optimiste par rapport à la réflexion actuelle. Et c'est exactement la posture qu'on devrait avoir et que je voulais entendre, en tout cas, venant d'un leader africain haut placé au sein d'un gouvernement qui n'est pas des moindres. Donc, et maintenant, j'aimerais bien ralentir un peu le rythme et aller avec vous plutôt vers une dimension un peu plus personnelle, cette sagesse que portent ceux qui ont traversé tant d'étages, tant de marécages du système aussi. Et là, j'aimerais bien revenir sur votre position. En 2025, vous avez été élu président de la Société internationale francophone d'ORL, le CIFORL. Et ce n'est plus une responsabilité que camerounaise, c'est une responsabilité francophone, continentale, internationale. Et donc, quel rêve portez-vous pour cette communauté, on va dire, médicale francophone d'Afrique? Écoutez, il faudrait peut-être que je vous retrace un peu l'origine de mon élection comme président de la Société internationale francophone d'ORL. On se façonne aussi en ayant des repères, on se façonne aussi en admirant certains maîtres, en admirant certaines personnes. Il se trouve que quand j'étais en formation d'autour de la laryngologie en France, il y avait un maître sénégalais qui était, de mon point de vue, adulé. Malik Diop était le copain de tous les patrons français et il envoyait les Sénégalais partout en stage dans l'Hexagone. Malik Diop était pour moi une icône.
Et le petit ORL, en cours de maturation, avait décidé, je serai demain comme Malick Diop. Et je le suis devenu. Je deviens Malick Diop. Qu'est-ce que ça veut dire être demain comme Malick Diop, comme le maître sénégalais Malick Diop? C'était d'avoir la notoriété internationale, d'être reconnu par ses pairs à l'international, d'être une figure marquante à l'international. Et je le suis devenu par la force du travail et l'entre-gens, bien sûr. Donc, j'ai été pendant 14 ans représentant de l'Afrique noire francophone au conseil d'administration de la Société française d'ORL. Et c'est tout naturellement que quand on est allé aux élections pour la présidence de la Société internationale francophone d'ORL, j'ai battu la Tunisie. Et donc, j'y arrive donc avec des ambitions bien connues. La première des choses, il va falloir trouver cet espace-là pour positionner les Camerounais en formation. Je veux que mes internes aillent sur un coup de fil en formation à Amiens, chez un ami, etc. C'est la première chose. Et je voudrais aussi que la voix de l'Afrique porte, que dans le concert d'échanges et de partage de médias, que la problématique africaine porte, que dans les recherches qui sont menées en joint venture, etc., qu'il y ait la problématique, la prise en compte, la nécessité de travailler avec nous. Et donc, c'est un peu tout cela qui m'a amené à la Société française d'ORL. Et je dois vous dire que je vais y travailler. Et comme en toute chose, chacun de nous pense apporter sa petite pierre à la construction de l'édifice. Ma petite pierre à la construction de l'édifice devra être qu'on se souvienne de moi, comme le président africain, camerounais, au niveau de la francophonie mondiale ORL, qui a été à l'origine de. Magnifique, waouh. Là, je vois bien que vous accompagnez en fait votre vision avec une connotation internationale, mais vous n'oubliez pas vos frères camerounais. Je n'oublie jamais d'où je suis venu. Et ça, je pense que c'est très important de savoir d'où l'on vient pour savoir où on veut aller. Et là, j'aimerais bien revenir à à vous. En 92, vous étiez dès lors jeune médecin. Et j'aimerais vous poser une question un peu différente, une question à laquelle on ne réfléchit pas forcément tous les jours. Et là, si vous pouviez écrire une lettre, une seule, au jeune médecin que vous étiez en 1992, juste après votre thèse à Yaoundé, que lui diriez-vous? Pas parce qu'il ce qu'il devait faire, mais plutôt ce qu'il ne pouvait pas savoir alors et que la vie lui apprendrait. Mais la lettre que je pourrais écrire à ce jeune médecin aujourd'hui, rétrospectivement, en 1992, c'est la lettre du Maïmonide. C'est la prière du Maïmonide. Le Maïmonide dit quoi? Le Maïmonide dit je suis un médecin. Pourtant, c'est un peu le pendant du serment d'Hippocrate. Je suis médecin, mais dans mes prestations, je ne revendiquerai pas un salaire au-dessus de ce que je dois mériter. Dans ma façon d'être médecin comme un viatique, j'apprenais toujours, je me remettais tout le temps en question, j'étais en formation permanente. Dans le pouvoir du médecin que j'ai sur, l'emprise que j'ai sur le patient que j'ai, je ne trahirai pas ma conscience, je ne mettrai pas sur la place publique les secrets qui me seront confiés. Je n'admettrai pas que le charlatanisme vienne me perturber dans l'exercice de mes fonctions. Donc, en fait, c'est ce background éthique que je léguerai dans une lettre au médecin, en lui disant mon cher petit, aujourd'hui, rétrospectivement, ma vocation est née de ce que je pensais que j'aurais le prestige du médecin qui était à côté de mon père, etc., que je pourrais construire des maisons. Non, le monde a changé. On est de plus en plus nombreux. Le marché est étroit. La fonction publique recrute ou ne recrute plus, etc. Prépare-toi à vivre vraiment une vie de sinécure. Prépare-toi à être heureux et par toi-même, par la satisfaction de ton travail. Prépare-toi à avoir comme salaire la reconnaissance du patient. Le chemin va être difficile. Mais si tu as une vocation par rapport à l'entrepreneuriat, oui, on peut être riche quand on est médecin, mais tout cela doit se faire dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Si tu as un penchant pour être riche en médecine, bâtis-toi, fais une clinique, etc. Et puis, voilà. Mais il ne faut pas tricher. Il ne faut pas être dans le public, dans la vocation humaniste, versant humaniste de la médecine et prétendre vouloir s'enrichir. Il faut être soit dans l'un, soit dans l'autre. Intéressant.
Merci pour ce partage, professeur. Et là, aujourd'hui, on est en 2026. Après tout ce que vous avez traversé, vu et accompli, qu'est-ce qui vous donne encore l'espoir pour la santé en Afrique? Eh bien, je suis d'un tempérament foncièrement optimiste. Optimiste. Parce que, quelle que soit la profondeur de la nuit, il fera jour. Quelle que soit la désespérance, et Dieu seul sait qu'on en a, quels que soient les doutes que nous pouvons avoir à traverser, il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir par le travail, par l'entretien au travail. Il ne faut pas avoir un optimisme béat. Parce que il y a toujours cette espèce de dualité entre les forces progressistes et les forces du mal. Il y a toujours cette résistance au progrès etc. Mais, in fine, beaucoup de gens ne savent plus lire entre les lignes. In fine, on voit quand même qu'il y a un progrès formidable. Nous sommes tous éblouis par le catastrophisme des nouvelles. Mais aujourd'hui, qui se souvient que la mortalité infantile a dépassé dans nos pays africains la mortalité qui a décimé les pays européens grâce à la vaccination. Elle est invisible, on ne la sent pas, mais elle a fait des progrès. Aujourd'hui, l'espérance de vie s'améliore, on n'en parle pas. Donc, in fine, il y a quand même du progrès qui se fait, je parle de la santé. Et donc, il y a une lecture apocryphe qui invite à espérer que moi, je sais que les autres ne voient pas. Et donc, je ne peux pas être dans la désespérance comme eux, parce que moi, je lis entre les lignes. L'expert que je suis, c'est que l'espérance de vie augmente. Je vois que la mortalité infantile, grâce à la vaccination, évolue. Et je vois la performance de la vaccination. Je vois un certain nombre de choses qui font que, oui, on doit rester confiant en l'avenir, on doit continuer de travailler. Merci beaucoup, professeur Louis Richard Njok. On est à la fin de cette émission, cet épisode plutôt. Quel serait votre dernier message à la jeunesse panafricaine, à des jeunes médecins, des jeunes étudiants ou des dirigeants panafricains aujourd'hui? Oui, alors... Vous pouvez les regarder. Oui, alors, si je peux faire parler aux jeunes Africains, je n'ai pas la prétention de parler aux dirigeants. Je fonde l'espoir en la jeunesse. Il serait prétentieux pour moi de donner des leçons à mes patrons. Mais enfin, si je dois m'adresser à la jeunesse, j'ai envie de leur dire il faut avoir un challenge adaptatif. Vous allez investir le terrain de la production des résultats et pour lesquels vous n'avez peut-être pas eu la formation et le background nécessaire. Commencez, la première des choses, par cerner le problème, aller apprendre l'apprentissage du problème à résoudre. La deuxième chose, il faut aller apprendre la solution. Donc, il faut vous préparer à avoir des challenges adaptatifs. Ça, c'est la première des choses. Et donc, il faut continuer à travailler. Il faut accepter de travailler. Il faut aller au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et la deuxième des choses, il faut être cohérent avec soi-même. Il faut se fixer des objectifs éthiques, nobles. Il faut se préparer à faire en sorte d'avoir des objectifs qui dépassent l'individu. Il faut aujourd'hui parler pays, Afrique, etc. Il faut vous positionner pour pouvoir vous dire nous sommes les maîtres de ce par qui va arriver le progrès. Je voudrais vous dire de ne pas céder à la facilité. Et peut-être que vous avez des icônes et un enrichissement facile, des mauvaises exemples, etc. Mais s'il vous plaît, soyez des êtres sereins et imperturbables face à la richesse facile, face à la facilité, face à la fascination de ceci. Soyez des êtres sereins et imperturbables face à la volonté du mimétisme. Ne suivez pas la foule. Ce n'est pas parce que tout le monde fait, ce n'est pas parce que tout le monde vole que vous devez voler. Non, ne faites pas cela. Soyez sereins et imperturbables. Croyez en vous. Croyez en vous et développez cette capacité d'indépendance d'esprit. Ayez le courage. Le courage de pouvoir ne pas céder à la tentation. La tentation aujourd'hui, c'est quoi? C'est une espèce de vie facile, c'est une espèce de chemin facile. S'il vous plaît, soyez vraiment au service du progrès. Ne vous oubliez pas. Sachez qu'il faut vous-même vous mettre en remise, une perpétuelle remise en question. Soyez dans la perfectibilité de vous-même.
Travaillez en sorte que vos défauts ne se retournent pas contre vous. Travaillez en faire en sorte que vos défauts d'hier, vous les dépassiez aujourd'hui. Travaillez sur vous-même. Vous-même, vous êtes un propre sujet de votre propre travail. Vous devez travailler à vous améliorer. À vous améliorer soi-même, améliorer la société, apporter votre pierre à l'édifice. Ne vous oubliez pas. Vous êtes vous-même un sujet d'étude. Vous n'êtes pas une finitude. Vous êtes en perpétuel devenir. Et dans le perpétuel devenir, vous allez avoir des crises. Mais dans ces crises-là, c'est comme un cycle naturel de vie, des tempêtes, etc. Il faut pouvoir les traverser. Aujourd'hui, je suis dans la santé. Le Covid nous apprend la résilience. Soyez résilients. Soyez résilients par rapport à vous-même. Vous aussi êtes des sujets qui vont être traversés par des chocs, par des perturbations. Préparez-vous à les assumer. Préparez-vous à les affronter. Je vous remercie. Merci, professeur Ndjok, pour votre humilité, votre énergie, votre bienveillance et surtout votre partage. Nous avons démarré ce podcast l'année dernière et nous avons une boussole dans laquelle on y croit, qui est vraiment très très puissante et ça revient à chaque fois. Big dreams are still in Africa et justement on est là pour récolter les plus grands rêves, pour les partager, pour inspirer d'autres plus grands rêves surtout. Merci encore une fois. Merci à la communauté de nous avoir suivis et bien sûr, si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à partager pour inspirer d'autres. Et la parole est à vous, peut-être si vous voulez dire un dernier mot. Merci. Alors, je voudrais vous dire combien j'ai été édifié par la richesse de notre rencontre. Voyez-vous, je suis de ceux qui ne croient pas au hasard. Je suis de ceux qui croient en la rencontre, en l'enrichissement mutuel. Je suis de ceux qui croient il faut dépasser nos espaces. C'est-à-dire que si vous êtes différent de moi, au lieu de me léser, vous m'enrichissez. Et donc, je voulais vous dire que cette rencontre ne m'a pas laissé indifférent. Le fait que on se soit vu en 24 heures, qu'il y ait une communauté de vie, de pensée, pas de vie, qu'une communauté de pensée n'est pas du hasard. C'est bien ce qui avait dit que, en fait, nous sommes branchés en série. Nous sommes tous branchés en série. Votre idée arrivait à mon milieu, l'ampoule s'allume et ça continue. Et je pense que donc, quelque chose en moi a illuminé votre esprit et en retour, quelque chose aussi en vous a illuminé votre esprit. Nous sommes dans une communauté africaine où les esprits doivent se rencontrer pour pouvoir faire en sorte que nous puissions faire avancer les ténèbres. Effectivement, et j'y crois à 1000%. Et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui me drive aujourd'hui, de rencontrer de nouveaux, de nouveaux esprits en fait, et m'inspirer à travers des esprits et des cultures et des énergies africaines et de les faire porter à travers ce mouvement et à travers ce podcast Co-Leaders for Africa. Il a été aussi créé pour co-développer, pour communiquer, collaborer et surtout coopérer. Merci d'avoir accepté ce partage avec nous, avec toute franchise. Franchement, et surtout, vous nous avez fait voyager à travers vos mots et vos histoires. De Yaoundé à Casablanca et de Casablanca à toute la diaspora francophone aujourd'hui et bien au-delà. Merci encore une fois. Et là, à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, où que vous soyez, si cet épisode, encore une fois, vous a touché, partagez-le avec un dirigeant que vous admirez, avec un médecin qui doute, avec un jeune qui demande s'il peut vraiment changer la santé de son pays. C'est ainsi que les grandes idées circulent, c'est ainsi que les grands rêves prennent vie. Et je suis Mariam Nejma Agadi, vous écoutez et vous êtes sur Co-Leaders for Africa, l'édition santé. N'oubliez jamais, Big Dreams are still in Africa.